Voici Londres. Voici une nouvelle de très grande importance. Voici notre quart d'heure français de l'après-midi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vrai du faux. Dans la vidéo précédente, nous avons vu que l'Allemagne a annexé l'Autriche et que Hitler demande un référendum pour voir si les Autrichiens sont pour ou contre l'Anschluss, et nous allons reprendre là. Le 4 avril, les institutions communautaires juives sont déclarées illégales en Allemagne. Le 7 avril, cérémonie pour l'ouverture du chantier de construction d'une autoroute reliant Salzbourg à Vienne. Le 8 avril, en France, démission de Léon Blum suite au refus du Sénat d'accorder les pleins pouvoirs financiers à son gouvernement. Pour la troisième fois, Édouard Daladier devient président du Conseil. Le 10 avril, les Autrichiens votent à 99% le rattachement de l'Autriche à l'Allemagne. L'Autriche est divisée en Gau et Vienne devient une simple cité du Reich. Chamberlain, le Premier ministre britannique, accepte l'annexion de l'Autriche comme un fait accompli. Le 13 avril, rapport français. Un article d'une revue militaire montre une fois de plus la tendance allemande vers la réalisation d'attaques puissantes montées rapidement et menées vigoureusement. Pour la première fois en outre, et étudier l'emploi d'une unité d'infanterie portée sur véhicules blindés tout-terrain. Le 15 avril, en Espagne, les troupes de Franco atteignent en Aragon la Méditerranée, divisant en deux le territoire républicain. Le 20 avril, pour le 49e anniversaire de Hitler, grande parade militaire dans Berlin, Hitler annonce au commandant de la Wehrmacht son intention d'envahir prochainement la Tchécoslovaquie. Hitler assiste à la première des dieux du stade, réalisée par Leni Riefenstahl sur les Jeux olympiques de Berlin de 1936. Le 21 et 22 avril, mise au point par Hitler et du haut commandement de l'armée du plan vert pour l'invasion de la Tchécoslovaquie. Le 24 avril, dans un discours à Karlsbad, Konrad Eylen réclame la création d'un territoire allemand des Sudètes. Il y aura de nombreuses interventions musclées de la police contre les Allemands des Sudètes. Le 26 avril, mesure pour arianiser les biens des Juifs. Enregistrement obligatoire de tous les biens et propriétés juives. Succession de mesures de plus en plus contraignantes contre les hommes d'affaires et commerçants juifs pour qu'ils cèdent leur entreprise à des propriétaires aryens et leurs avoirs aux banques allemandes. Donc ce n'est pas céder gratuitement, c'est les vendre à des prix extrêmement avantageux pour un aryen. Le 28 avril, Hitler appelle les Allemands des Sudètes à manifester leur attachement au Reich et de ne pas céder à la répression. Grosse période de troubles dans les Sudètes, le gouvernement Beneš réplique par 50 000 extraditions d'Allemands des Sudètes vers le Reich. Le 29 avril, l'Angleterre et la France garantissent leur soutien à la Tchécoslovaquie dès lors que la question des Sudètes aura été réglée. Daladier et Chamberlain déclarent que le gouvernement tchèque doit faire des concessions aux Allemands des Sudètes. Le 30 avril, loi sur la protection de la jeunesse. Interdiction à l'embauche en entreprise des moins de 14 ans. Comme vu précédemment, dans la République de Weimar, les enfants pouvaient travailler dès l'âge de 10 ans. Une fois le NSDAP au pouvoir, l'âge est passé à 12 ans et ici, l'âge passe à 14 ans. Pour les jeunes de 14 ans qui travaillent jusqu'à leur majorité, un administrateur de la jeunesse veille sur leurs conditions de travail et à une juste rémunération. En outre, instauration de nombreux avantages. Foyer, activités sportives et culturelles, prévention médicale et dentaire gratuite. Pour ce mois d'avril, Goebbels nous dit « Franco progresse fortement en Catalogne. Panique chez les Rouges. Il s'enfuit par milliers en France. Paris mène une politique très sournoise. Mais Franco s'impose. L'Angleterre et l'Amérique décident la construction de super cuirassés. Il fallait s'y attendre.
La conférence des évêques à Fulda a décidé que chaque évêque publierait individuellement un appel à voter oui, mais avec cette restriction que l'on espère pour l'avenir, la paix religieuse. Cela peut se faire, et l'Église doit surtout faire absolument tout ce qu'elle peut pour y parvenir. Je communique tout cela à Burkel, qui s'en réjouit. Il m'informe qu'Initzer a été très ébranlé par la déclaration du Vatican, et qu'il est profondément déprimé. Il semble qu'il le pense au moins en toute bonne foi. Mais nous n'avons plus besoin d'agir puisque les évêques allemands sont eux-mêmes favorables aux élections. La pagaille est manifeste au Vatican. Par la suite, la France fait transporter en Espagne rouge ceux de ses miliciens qui ont déserté. Un scandale manifeste. Mais Paris ne sait plus ce qu'il fait. Par la suite, Initzer est à Rome. Pour information, vu dans la vidéo précédente, Initzer est un homme religieux autrichien qui est pour l'Allemagne nazie. Donc, Initzer est à Rome, chez le pape. On ne sait encore rien du résultat. Pendant ce temps, l'évêque de Berlin se prononce très vivement contre le scrutin. Nous n'en tenons aucun compte. Le noir reste le noir. Cette internationale de la pétraille devra aussi être éliminée un jour. Encore une fois, quand il dit noir, il parle du parti politique centriste allemand. Par la suite, Paris a reconnu l'annexion de l'Autriche. Franco progresse fortement, panique chez les Rouges. Même Churchill conseille la reddition. Le film sur les Jeux Olympiques sera projeté pour l'anniversaire du Führer. Ce sera très bien. Par la suite, pas de bonnes nouvelles. Le cardinal Initzer a été désavoué à Rome. Il publie à présent une déclaration abrupte et cassante. Exige le respect du concordat, etc. Je téléphone aussitôt à Burkel. J'interdis toute publication de cette nouvelle déclaration et toute polémique à son sujet. Elle ne va pas nous causer grand dommage. Bien sûr, elle est faite au nom de tous les évêques autrichiens, mais les autres évêques n'en savent rien. Raison de plus pour nous taire. Mais ça, c'est Rome. Une internationale qui devra un jour être démantelée. Les évêques bavarois publient une déclaration très positive en faveur des élections. Ils ne savent eux-mêmes pas très bien ce qu'ils veulent. Dans tous les cas, nous ne publions désormais plus aucune déclaration des églises. Par la suite, Goebbels nous dit qu'il est à Vienne avec le Führer. Traversée de Vienne au milieu de vivas indescriptibles. Les gens crient et pleurent. C'est impossible à décrire. Des centaines de milliers de personnes sont massées devant l'hôtel de ville. Réception solennelle à l'hôtel de ville. Le maire de Vienne fait un excellent discours. Le Führer répond brièvement. Puis je sors sur le balcon et je proclame solennellement la journée du Reich grand allemand. Le signal donné, les drapeaux sont hissés dans toute l'Allemagne, 30 000 pigeons voyageurs sont lâchés, les escadrilles apparaissent dans le ciel, les sirènes hurlent. Ensuite, le Führer apparaît au balcon. Il me prend aussitôt avec lui, tempête d'acclamations indescriptibles. Par la suite, Blum a été renversé par le Sénat. Daladier est son successeur probable. La crise ne fait que continuer. Par la suite, on va ouvrir maintenant le procès de Schüssning devant un tribunal viennois pour viol de la Constitution, recours abusif à la force, assassinat, etc. S'il est condamné à mort, le Führer le graciera. Je me plains que Frick nous ait créé tant d'embarras juridiques pour le scrutin. Le Führer est hors de lui. Frick n'a aucun flair politique. C'est un nourrisson. Par la suite, Initzer a fait demander audience au Führer. Le Führer veut parler très franchement avec lui. Peut-être peut-on intervenir ici. Après tout, nous avons besoin d'un prince de l'Église si nous voulons nous détacher de Rome. Et nous devons le faire. Il ne doit y avoir en dehors de l'Allemagne aucune instance, même religieuse, qui puisse donner des ordres aux Allemands. Cela doit être un principe fondamental. Par la suite, travailler avec Hanke. Notre travail pour le scrutin a fait au Führer une impression profonde. Il est très satisfait, estime le résultat d'ensemble pour l'Autriche à environ 80%. Je crois que ce sera un peu plus. Par la suite, discuter longuement au petit déjeuner au sujet de la question juive.
Le Führer veut chasser totalement les Juifs d'Allemagne, les envoyer à Madagascar ou quelque chose de ce genre. Bonne idée. Il est convaincu qu'ils sont eux-mêmes issus d'une ancienne colonie pénitentiaire. Cela se peut bien. Un peuple châtié par Dieu, à Prague, d'après lui, il ne compte déjà plus. Il parle très durement contre les légitimistes autrichiens. Himmler les a tous fait arrêter, et en premier les comtes Hohenberg. C'est un rare triomphe pour le Führer, que précisément lui, le jeune homme pauvre de Vienne, ait éliminé les Habsbourg de l'Europe. L'histoire du monde est leur jugement dernier. Les princes ne sont que des bons à rien, ils ne doivent jamais revenir. La maison de Habsbourg est la pire de toutes. Au diable cette racaille. Le Führer veut encore une fois infliger une correction à la France. C'est le grand objectif de sa vie. Daladier s'efforce de former un gouvernement, mais il n'y parvient pas encore. Par la suite, discuter à table. Le Führer se déchaîne contre la noblesse autrichienne. Elle est totalement internationalisée et doit être déchue de ses droits et expropriée de ses biens. C'est la seule façon de réduire cette canaille. Puis, les résultats arrivent progressivement, d'abord clairsemés, puis massifs. Ils sont incroyables, fantastiques. Résultat d'ensemble, pour le Reich, plus de 99%. Pour la seule Autriche, 99,75%. Un prodige s'est accompli. Nous sommes tous comme assommés, la plus belle récompense de notre travail. Nous sortons souvent sur le balcon avec le Führer. En bas, les masses exultent et se déchaînent. Un grand jour de fête pour la nation, l'Allemagne a conquis tout un pays avec le bulletin de vote. Par la suite, hier, les États-Unis veulent livrer des bombardiers à la France et à l'Angleterre. C'est cela la non-intervention. Franco progresse avec vaillance. Il y arrive progressivement. Par la suite, discuter avec Eldorf de la question juive. Nous présentons ensuite le résultat au Führer. Il est d'accord, mais pour après son voyage en Italie. Recensement préalable des établissements juifs. Puis, on affectera aux juifs une piscine, quelques cinémas et des établissements. Ailleurs, accès interdit. Nous allons ôter à Berlin son caractère de paradis des juifs. Les commerces juifs seront signalés comme tels. Dans tous les cas, nous allons prendre des mesures plus radicales. Le Führer veut les expulser tous progressivement. Traiter avec la Pologne et la Roumanie, Madagascar serait pour eux l'idéal. Le 1er mai, rassemblement du 1er mai, aussi bien en Allemagne qu'en Autriche. L'Autriche faisant partie du Reich, tout ce qui touche l'Allemagne touche l'Autriche. Le 2 mai, Hitler fait un testament, non pas un testament politique mais financier. La famille d'Hitler y est mentionnée, ainsi que certains membres de sa garde rapprochée. Schaub, Ling, Jung, Krauss, Bruckner, Wiedemann et le couple Kannenberg qui tient le Berghof. Comme déjà dit, Hitler craint de mourir d'une maladie ou d'être abattu par un fou furieux. Le 2 mai également, lancement de la construction du camp de Flossenbürg, principalement créé pour accueillir les asociaux et les multirécidivistes. À cette même date, en France, décret aggravant les conditions de séjour des étrangers, notamment les exilés allemands et autrichiens, internement pour peu qu'ils soient considérés comme indésirables. Également le 2 mai, rapport français, suppression du port du sac dans l'infanterie. Le fantassin garde sur lui un chargement de marche constitué par l'arme individuelle, la pelle, le masque, la musette, le bidon, la toile de tente, le matériel de campement individuel, les vivres de réserve. Le sac est porté par une voiture de section qui porte en outre les mitrailleuses légères et les munitions. Le 3 mai, visite de Hitler pour plusieurs jours en Italie. Il rencontre Mussolini ainsi que le roi Victor Emmanuel III. Mussolini déclare les Alpes comme frontière naturelle des deux pays. Hitler accepte que le Tyrol du Sud reste à l'Italie. Pour information, le pape Pie XI quitte Rome le temps de la visite de Hitler et condamne le racisme. Donc là, la visite de Hitler de l'Italie, c'est un peu comme quand Mussolini visite l'Allemagne. Il les visite
des musées, des ruines anciennes et également il y a énormément de manœuvres militaires pour Hitler. Le 4 mai, mort du journaliste Karl von Ossietzky, antimilitariste et prix Nobel de la paix. Il meurt dans un hôpital de Berlin de la tuberculose qu'il a attrapée en camp de concentration. Le 9 mai, rapport français. La mitrailleuse modèle 34 ne donne pas entière satisfaction à la troupe. Les enrayages sont trop nombreux en cas de tir continu d'une certaine durée. Le 10 mai, visite en Allemagne du ministre des Travaux de Belgrade ainsi que d'officiers yougoslaves. Le 17 mai, rapport français, instruction prémilitaire des recrues et entraînement permanent des réserves. L'armée qui se charge de l'instruction purement militaire reçoit des hommes qui arrivent complètement formés au point de vue de l'entraînement physique, de l'aptitude à la marche, de la discipline de l'homme du rang. Ce sont les SA, NSRK cavaliers, NSKK troupes motorisées, qui assurent une préparation militaire de la jeunesse aussi poussée que possible. D'autre part, les grandes formations nationales socialistes maintiennent un grand nombre de réservistes en état permanent d'entraînement. Le 20 mai, une rumeur est lancée, des troupes de la Wehrmacht se déplacent vers la frontière de la Tchécoslovaquie. La rumeur est reprise par les radios et la presse occidentale. Le 21 mai, la Tchécoslovaquie rappelle ses réservistes et mobilise 400 000 soldats le long de sa frontière avec le Reich. À cette même date, un policier tchèque tue 2 Allemands des Sudètes à un poste frontière. La France, la Grande-Bretagne, la Pologne se mêlent de l'affaire. Ribbentrop dément les mouvements de troupes. Cela sera appelé la crise de mai. Le 22 mai, Hitler est à Munich pour la construction d'un métro. Hitler annonce aux ouvriers munichois « La ville reçoit un réseau de communication exemplaire de lignes électriques à grande vitesse, qui vont relier tous les environs avec le centre. Dans quelques années, il sera alors possible d'écarter le tramway du centre-ville. D'ici 5 à 6 ans au plus tard, cette tâche sera totalement terminée. Munich possédera alors un nœud de communication exemplaire pour le trafic rapide, de masse et surtout toute une série de grandes gares sous l'égide de la grande nouvelle station centrale. Berlin connaîtra le même destin. Et je souhaiterais que les 2 villes entrent en noble concurrence en cherchant à rivaliser l'une l'autre dans la proclamation de la nécessité du devoir imposé. La résolution des problèmes de circulation est la première raison des grands travaux qui ont été entrepris à Berlin, à Munich et à Hambourg. Il dira également « Nous voulons que ces tâches soient résolues dans un esprit qui corresponde à notre époque, car notre époque est déterminée par le souci de l'avenir du peuple allemand. Je voudrais que ces travaux que nous réalisons aujourd'hui soient encore assez grands dans plusieurs siècles. Quelques chiffres font comprendre que nos ancêtres jadis ont déjà travaillé de façon aussi monumentale. Lorsque l'avenue Unter der Linden a été créée au XVIIe siècle, Berlin ne comptait pas encore 40 000 habitants. Et lorsque la Ludwigstrasse a été construite, Munich n'en avait pas encore 70 000 en tout. Munich en compte aujourd'hui plus de 800 000 et Berlin plus de 4,5 millions. Que personne ne vienne me dire que les nouvelles artères que nous construisons sont trop larges. Lorsque nous entamons aujourd'hui cette puissante entreprise, nous proclamons que tout cela est à présent possible parce que la force concentrée d'un peuple de 75 millions d'habitants est derrière. Ce n'est pas Berlin qui bâtit Berlin, ni Hambourg qui bâtit Hambourg, ni Munich qui bâtit Munich, ni Nuremberg qui bâtit Nuremberg, c'est l'Allemagne qui se bâtit ces villes. Ces belles, ces orgueilleuses, ces merveilleuses villes. Nous pouvons dire que, sans la guerre, l'Allemagne aurait été totalement transformée au niveau architectural. Le 24 mai, à Düsseldorf, inauguration de l'exposition « Musique dégénérée ». À cette même date, rapport français. La tension germano-tchèque a été très vive le 21 mai. Mais les nombreuses reconnaissances, faites jour et nuit par l'attaché militaire, l'attaché de l'air, les attachés alliés, n'ont permis d'observer aucun déplacement de troupes, soit par route, soit par voie ferrée. Il ne peut y avoir de surprise, mais il est extrêmement urgent de développer notre système d'observation permanent à l'intérieur de l'Allemagne. Le 25 mai, Hitler décrète que son village natal en Autriche, Braunau,
aura le statut d'une ville. Le 26 mai, devant 7000 personnes, Hitler pose la première pierre des usines devant fabriquer la future voiture du peuple, Volkswagen, près du village de Wolfsburg. Pour l'occasion, une nouvelle ville sera créée pour loger les ouvriers de l'usine. L'objectif de la construction de la coccinelle est que chaque travailleur puisse posséder sa propre voiture. La coccinelle coûtera 1000 marks et chaque personne pourra verser chaque semaine 5 marks. Au bout de 3 ans et 750 marks économisées, ils recevront un bon de mise à disposition. Alors comme vous voyez en photo, c'est un espèce de petit carnet où les gens peuvent coller leur timbre et ensuite ils peuvent posséder leur voiture. Très peu de véhicules civils sortiront de l'usine. Forcément, avec le début de la guerre, l'usine sortira des véhicules militaires. Le 28 mai, Hitler promulgue un ordre de renforcement des armées de terre et de l'air, ainsi que de la fortification des frontières de l'Ouest. Le 30 mai, Hitler annonce au haut commandement de l'armée sa décision irrévocable d'écraser la Tchécoslovaquie par une action militaire dans un proche avenir. Le général Ludwig Beck prend des contacts pour éventuellement destituer Hitler et le remplacer par un gouvernement où les anciennes élites retrouveraient leur place. Selon toutes les prévisions, Hitler conduira l'Allemagne à une catastrophe non seulement militaire, mais aussi générale. Pour ce qui est de l'URSS, le général Beck veut se tourner vers les nations occidentales pour une croisade commune. Alors ce qui est marrant à retenir, c'est que nous avons vu que depuis décembre 1937, il y a une résistance militaire qui se forme contre Hitler, mais que dans l'esprit de ce haut commandement, il y a quand même un risque que l'URSS rentre en guerre contre l'Allemagne, et que la guerre est quasiment inévitable contre eux. Le 31 mai, loi sur la confiscation des produits de l'art dégénéré. Comme vu dans les vidéos précédentes, les Allemands confisquent tout ce qui pour eux est de l'art dégénéré, ils en détruisent beaucoup et en vendent. Pour ce mois de mai, Goebbels nous dit, donc là ils sont en voyage en Italie, hier, le Führer a 2 longues conversations en tête-à-tête avec le Duce. Il en profite pour présenter l'ensemble de nos plans et de nos projets. Jusque-là, tout s'est bien passé. Il pleut sur Rome. Dommage pour tous les préparatifs grandioses. Dépôt de couronne avec le Führer et le Duce au Panthéon, devant le monument aux soldats inconnus. C'est une épouvantable monstruosité. Et au Palazzo Littorio, les milices chantent une prière avant la bataille, très impressionnante. 2 ou 3 couacs, Mussolini distribue diverses réprimandes. Mais l'amour et le soin apporté aux préparatifs sont à la fois touchants et grandioses. Nous parlons avec Hess et Himmler de la folie des grandeurs de Ribbentrop. Hess est lui aussi totalement de mon avis. Il faut lui rabattre le caquet et ça va se faire. Après l'entretien entre le Duce et le Führer, nous restons tous dans la pièce de travail de Mussolini. Je m'y sens de nouveau presque oppressé. Un bureau et un grand atlas composent tout le mobilier. Mussolini est très obligeant. Le Führer ému et presque surmené. L'après-midi avec le Führer et le Duce, au camp des jeunesses fascistes. Une installation imposante. Le Duce est très sympathique. Il fait l'éloge de Landgraf et de mon travail de journaliste. Raconte comment il a été tourmenté au début par la police et les tribunaux comme élément subversif. C'est partout la même chose. Les exercices militaires des jeunesses fascistes sont très impressionnants. Mussolini a fait quelque chose de cette nation. Mussolini est ravi. Il rayonne de fierté. Et il peut l'être, car la jeune Italie est son œuvre. Goebbels nous dit également que tout est joli et que tout respire l'histoire en Italie. Que Hitler prend la parole et que c'est merveilleux. Et ensuite, le roi parle. C'est sans intérêt, aucun. Stupide. Il parle pour ne rien dire. Puis, conversation en petit cercle. Je me défile. Il n'y a rien là pour un nazi et un républicain. Ensuite, Goebbels parle de manœuvres militaires. Embarqué sur le Cavour, un cuirassier transformé de 20 000 tonneaux. Puis nous appareillons et la flotte parade devant nous. Cette mer bleue, si bleue, c'est à vous rendre malade. Manœuvre grandiose. La flotte, l'aviation, les contre-torpilleurs
70 sous-marins qui plongent et réapparaissent ensemble. Exercices de combat et de camouflage. Tout cela dans un ordre et une précision exemplaires. On y prend vraiment plaisir. Par la suite, Goebbels nous dit qu'à table, il est à côté de Mussolini et qu'il peut s'entretenir avec lui. Question des femmes. C'est pour lui très simple. Les paysans de sa terre natale disent « le bâton et les enfants ». Dans tous les cas, une bonne leçon de sagesse. Il méprise la noblesse, elle est internationale et cosmopolite. On peut très bien l'étudier ici. Il s'oppose au roi comme véritable souverain du peuple. La presse est encore aujourd'hui, à ses yeux, une puissance internationale. Lui-même est journaliste d'origine. L'arme sous-marine, c'est lui qui l'a créée. Il en est très fier. L'Angleterre n'aura pas la vie facile avec lui. Il n'entend pas figurer comme gardien-chef d'un musée. Le Führer me fait soudain appeler auprès de lui. Il tient un télégramme dans la main. Et il me présente aussitôt ses félicitations. Magda a mis au monde une fille, à 2h de l'après-midi. La mère et l'enfant se portent bien. Tous m'entourent et me félicitent. D'abord Mussolini, puis le roi et le prince héritier. Je suis abasourdi. Voilà une joie. Je puis à peine parler. La bonne et chère Magda. Par la suite, parler encore dans le train avec S. Il est furieux contre Ribbentrop. À juste titre. Ribbentrop est totalement insupportable. Et de plus, bête et arrogant. Par la suite, en France. Daladier augmente les impôts. Il aura une belle surprise. Daladier dévalue le franc et veut maintenant le stabiliser. Attendre et voir. Et Goebbels nous dit également que Mussolini est très furieux contre la presse parisienne. Par la suite, panique à Paris au sujet du franc. Daladier suit un chemin difficile, une expérimentation typique à la Papen. Paris cherche à intriguer contre nous à Rome. Mais Mussolini envoie promener les donneurs de conseils intéressés. Visite à l'Augustum, avec le Führer et Mussolini. Exposition très instructive sur l'époque d'Auguste. Bien faite. Rome, que n'a-t-elle pas eu dans son histoire? Mussolini en est très fier. Il se révèle à moi comme un antisémite et un antichrétien radical. Par la suite, Goebbels nous dit que Hitler a été invité à la cour du roi et qu'il est furieux parce que cela était une démonstration de la monarchie. Et il dit « Le Führer veut dès son retour convoquer tous les généraux allemands et prendre nettement position contre toute tendance monarchique. Et si l'un d'entre eux n'est pas d'accord, il dégage. » Et il rajoute que si quelque chose de près ou de loin ressemble à de la monarchie, cela ne doit jamais s'établir chez nous, donc en Allemagne. Par la suite, résultat politique. Mussolini est entièrement d'accord pour l'Autriche. Le Führer lui en est très reconnaissant. Il lui a promis de lui accorder toute son aide chaque fois que nécessaire. L'amitié entre les deux hommes est définitivement scellée. Sur la question tchèque, Mussolini nous laisse les mains absolument libres. Et sur la question coloniale, il sera notre partenaire. C'est en fait une sorte d'alliance militaire. Nous pouvons en faire un très bon usage. Le Führer est enthousiasmé. Seul le roi, avec ses adulateurs, se pose en éternel fâcheux. Le Führer est furieux contre toute cette canaille de cour. Comme nous sommes heureux, nous autres nazis, nous ne dépendons que de nous-mêmes, et nous avons pour guide un homme que nous servons avec plaisir et avec fierté. Par la suite, à leur retour à Berlin, il fait à Berlin une chaleur accablante. Je suis allé en voiture à la clinique avec les enfants. Fête des mères. Magda est toute heureuse. Quelle grande famille nous formons à présent. Les enfants sont touchants. Par la suite, hier, il fait froid et il pleut. Retour à Berlin de bonne heure. Ribbentrop se plaint auprès de moi de la violente campagne contre Prague dans la presse allemande. Il n'a aucune idée de la polémique. Il va trouver le Führer. Mais le Führer, non content de partager mon point de vue, ordonne un durcissement du procédé. Terrible bagarre à Prague et à Brünn. Plus de 100 blessés et 2 morts. La presse écume de rage. Ribbentrop est totalement évincé. Nous avons de nouveau la main. Le parti des Allemands des Sudètes rejette toute nouvelle tractation jusqu'à ce que le calme, l'ordre et la sécurité aient été rétablis. La presse de Londres et de Paris tire la sonnette d'alarme, mais sans fermeté ni consistance.
Notre campagne commence à s'imposer. Le gouvernement de Prague mobilise dans la zone frontalière. Nous regardons cela avec sérénité. C'est trop tard maintenant, tout pousse à la décision, et elle va bientôt intervenir. Dans tous les cas, je suis sur le qui-vive. Le Führer va bientôt passer aux choses sérieuses. Et cet autre foyer d'incendie européen sera lui aussi éteint. La question tchèque domine l'ensemble de la presse internationale. La presse allemande suit parfaitement nos consignes. Un concert d'enfer se déchaîne. Londres se calme. Le meurtre de 2 Allemands est un tel acte de provocation que le rouge de la colère vous monte au visage. Mais continuons seulement. Le jour est proche. Par la suite, je travaille sur un nouveau livre. Landgrif. Article de 1929 à 1934. Et je redeviens vraiment fier de moi. Comme c'est écrit, quel style, quel plastique dans la présentation. Et comme cela se laisse lire encore aujourd'hui. Nouvelle alarmante en provenance de la Tchécoslovaquie. Rappel des réservistes. Communiqué provocateur sur le meurtre de 2 Allemands. C'était une méprise, etc. Tout cela annonce la tempête. Je fais éplucher par la presse le discours de Beneš et violemment attaquer le communiqué officiel tchèque. Pour le reste, nous attendons le résultat des prochaines élections. Tout va se révéler et cela va se terminer par une terrible défaite pour les Tchèques. Hier, de bonne heure au travail. Résultats électoraux très satisfaisants en Tchécoslovaquie. Les Allemands de Heinlein font partout dans les 90%. La situation s'est un peu apaisée. Les Tchèques font maintenant extraordinairement attention. Je laisse temporairement la presse se détourner un peu. Par la suite, une victoire sur toute la ligne pour Heinlein. Tel est le résultat des élections en Tchécoslovaquie. Nous avons ainsi considérablement progressé. Ribbentrop allait minimiser un incident de frontière avec des troupes tchèques. Mais le Führer nous donne une fois de plus raison. L'incident fera les gros titres. Publication assortie d'un commentaire particulièrement sévère. Je ne laisse pas retomber l'affaire, et je continue mon travail de sape. Ribbentrop est le type même du dégonflé. Le Führer l'a follement surestimé. Les gens de Prague ont beau publier un démenti, cela donne l'impression d'une absence totale d'énergie. L'Angleterre s'interpose, elle a adressé en liaison avec Paris des représentations à Prague. Notre coup de poing sur la table a produit un effet très alarmant. Anderson s'est également rendu auprès du ministre des Affaires étrangères. Mais nous ne nous sommes pas gênés pour lui répondre. Il s'agit maintenant de jouer à l'homme fort et surtout intraitable. C'est ainsi qu'on peut, pour l'instant, obtenir les meilleurs résultats. À Prague même, les communistes ont progressé. Conséquence de l'alliance avec Moscou. Par la suite, les catastrophes dues aux intempéries en Autriche se révèlent épouvantables. Je fais parvenir des secours avec le train spécial de secours et par l'intermédiaire de l'assistante sociale, aussi bien que je le peux. Par la suite, parler avec Eldorf de la question juive à Berlin. Nous voulons chasser les juifs de l'économie et de la vie culturelle, et de fait, de la vie publique en général. Il faut bien commencer par quelque chose. J'invite aussi Funk à participer aux discussions. Dans quelques mois, nous serons prêts. Eldorf s'implique activement dans cette affaire. C'est une tâche urgente. Par la suite, la Pologne nie très catégoriquement qu'elle se considère comme alliée à la France en cas de conflit. Nous démentons de nouveau toute mobilisation et tout mouvement de troupes à la frontière. L'Angleterre continue de jouer l'ange pacificateur, mais il semble que la situation commence à se calmer de nouveau. Par la suite, exposé détaillé de Winkler. Nous avons l'occasion d'acheter Le Figaro et toute une série d'autres journaux français, et d'acquérir une influence déterminante sur l'agence Havas. Cela coûte des sommes folles en devises, mais Göring en a déjà débloqué la majeure partie. Tout cela doit se traiter dans le plus grand secret. Ribbentrop cherche à y fourrer son nez, mais Göring et moi rejetons catégoriquement cette idée. Il doit faire une meilleure politique étrangère. Bientôt, nous allons aussi acquérir une influence financière sur la presse des Balkans et de Scandinavie. Mais la plus grande prudence est ici de rigueur. Par la suite, je mandate Eldorf pour s'attaquer sérieusement à notre programme anti-juif berlinois. Il faut faire quelque chose, faute de quoi Berlin va devenir un véritable paradis à juifs. Eldorf se met au travail tout feu, tout flamme.
Et Goebbels nous parle également de la voiture du peuple et que Hitler en est très content. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que vous avez appris des choses et je vous souhaite une bonne journée.